Salut, c'est Vince. Je vous ai embarqué dans plusieurs vidéos consacrées à la musique psychédélique aux États-Unis et puis ensuite deux vidéos consacrées à la même musique en Europe. Ici, je tente de surmonter un obstacle qui n'est pas évident, qui est celui de vous présenter mes albums préférés, parmi ceux que j'ai dans la discothèque, et qui permettent d'illustrer un mouvement musical extrêmement important en Europe et en Angleterre en particulier, en tout cas au Royaume-Uni. C'est ce qui a été appelé par les critiques, les historiens de la musique probablement, le British Blues Boom. Alors, il n'y a pas de déconnexion véritable entre ce que j'ai évoqué dans les vidéos consacrées à la musique psychédélique en Europe et ailleurs, puisque nous sommes à la même période, c'est le milieu et la fin des années 60, et puis ce sont des groupes qui vont être ensemble, parallèlement, qui vont jouer dans les mêmes festivals, qui vont partager les mêmes salles de concert, enfin bref, qui vont être en première partie les uns des autres. Je vous avais dit que la musique psychédélique a effectivement puisé ses racines dans tout un tas de styles musicaux extrêmement différents, bien entendu, dont le blues. Donc, à la fin, au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, bien sûr, les GIs se sont installés en Europe et donc avec eux arrivent beaucoup de disques que vont découvrir les boomers. Voilà, c'est-à-dire à partir des années 50, 60, il y a des jeunes musiciens anglais qui vont découvrir des albums de bluesmen, surtout de bluesmen afro-américains, c'est-à-dire noirs, et qui aux États-Unis sont cloisonnés dans ce registre, c'est-à-dire que ce sont des musiciens noirs qui jouent une musique pour les noirs, c'est-à-dire pour les afro-américains. Le British Blues Boom va avoir au moins cette vertu que de décloisonner la musique des afro-américains, du blues en particulier. Alors c'est une entreprise, je vous le disais, un petit peu compliquée parce que le British Blues Boom, c'est encore une fois de très nombreux groupes de styles extrêmement différents. Donc ce que je vous propose, c'est de partir de quelque part des racines, c'est-à-dire des papas du British Blues, et il y en a deux, selon moi. Il y a Alexis Korner et puis il y a John Mayall, incontournable. Donc je me suis amusé à faire une espèce de généalogie qui lie ces deux personnages et surtout qui les lie aux différents musiciens qui vont jouer avec eux. Et lesquels, et c'est ce qui est extraordinaire avec le British Blues Boom, lesquels vont bien sûr devenir, pour beaucoup d'entre eux, des grandes stars au sein de groupes connus. Donc je vous propose juste cette petite image. Regardez la généalogie du British Blues Boom. Voilà, donc aux racines, Alexis Korner, John Mayall, et ensuite tout un tas de musiciens qui vont graviter autour et qui vont intégrer différents groupes qui vont devenir les uns extrêmement célèbres, d'autres qui auront une carrière un petit peu moins importante. Je vais revenir sur cette petite généalogie, mais avant tout, ce qui est important de dire, c'est que le British Blues Boom, pour moi, c'est-à-dire que les groupes qui font partie du British Blues Boom, ce sont des groupes qui vont jouer du blues, puiser leurs racines dans au moins deux grands types de musique de blues aux États-Unis. C'est le Chicago Blues, pour la majorité d'entre eux en fait, donc avec des musiciens comme Elmore James, Buddy Guy, Willie Dixon, Howlin' Wolf, Muddy Waters. Et puis d'un autre côté, je regroupe ça, donc le Delta Mississippi Blues avec les plus connus, probablement les plus anciens, c'est Charlie Patton, c'est Robert Johnson, B.B. King bien entendu, Booker White, blablabla, je cherche, John Lee Hooker, bien sûr. Parmi les groupes qui ne sont pas vraiment du British Blues Boom, mais qui clairement ont été influencés par des musiciens
noir du blues aux États-Unis, je vois au moins 3 groupes. Les Yardbirds. Je vous présente cette compilation en fait, qui est parue sur le label Riviera en 1969 ou 1970. C'est un double album. L'intérêt de ce double album, le premier album, c'est une compilation. Surtout des morceaux, effectivement, des Yardbirds avec Eric Clapton et bien sûr Jeff Beck ensuite, sachant que Jimmy Page prendra le relais à la fin. Ici, dans les morceaux, il n'y a que Clapton et Beck, et puis surtout le deuxième 33 tours sur cette compilation. C'est un live des Yardbirds, probablement en 1965 ou 1966, où c'est Clapton qui joue de la guitare, et on sent vraiment beaucoup l'influence du blues. Alors pour les Yardbirds, l'influence du blues ou du rock and roll, ça passe par Chuck Berry et Bo Diddley. L'autre groupe dont je voudrais vous parler, qui me paraît important, c'est les Animals, avec Eric Burdon. Pour le coup, ça me permet de dire quelque part que les musiciens du British Blues, ce qui leur manque par rapport aux musiciens indépendamment, bien sûr, de ce qui fait la musique blues aux États-Unis, c'est-à-dire cette longue histoire liée à l'esclavagisme, à l'exploitation des populations afro-américaines, souvent c'est la voix, clairement. Pour le coup, lui, Eric Burdon, il a une voix de bluesman. Donc les Animals, c'est pas un groupe de blues qui fait partie du blues boom, mais sans aucun doute, ils intègrent, alors eux, Chuck Berry, mais aussi Ray Charles et Johnny Hooker. Voilà, ils reprendront effectivement cette compilation, c'est un double album qui est sorti en 1975, je crois, quelque chose comme ça, permet justement d'apprécier le lien qu'il y a entre les Animals et puis le blues en provenance des États-Unis. J'aurais pu citer aussi le Spencer Davis Group, mais là, ce que je vous propose de faire, c'est d'entrer directement dans le blues boom en commençant par John Mayall. On m'a dit, mais Alexis Corner c'est avant. J'y viendrai après. J'ai besoin d'emprunter la généalogie que je vous ai présentée tout à l'heure. Alors, John Mayall, musicien incomparable, né en 1933, donc il est plutôt âgé par rapport aux jeunes musiciens, jeunes guitaristes, harmonicistes, bassmen, qui vont faire cette scène du British Blues Boom, mais alors lui, il a cette culture. Et puis il a une rigueur. On l'appelle le Godfather of Blues, c'est pas tant le parrain, celui qui soutient, c'est plutôt dans le sens du Godfather de Francis Ford Coppola. Voilà, il impose une discipline à ses troupes qui est quand même assez importante. Vont passer entre ses mains des musiciens extraordinaires, des guitaristes incroyables, saxophonistes, bassistes, batteurs. Je vais reprendre cette généalogie, je vais l'illustrer. Alors, pour moi, John Mayall, la discographie est considérable. Et je vais partir, non pas de son premier album, qui est un live, qui n'est pas un album studio, son premier album studio, c'est avec Eric Clapton. Eric Clapton quitte les Yardbirds, pas satisfait de l'orientation musicale du groupe, et il va intégrer le John Mayall et les John Mayall Blues Breakers, avec cet album que beaucoup d'entre vous connaissent probablement, qui sort en 1967, si je ne dis pas de bêtises. Donc les Blues Breakers avec Eric Clapton. Au sein du groupe, il y a déjà John McVie, le bassiste, et puis Hugh Flint, le batteur. Bon, c'est un album de blues absolument extraordinaire, avec un titre comme All Your Love, Parchman Farm, Key to Love, etc. Enfin bref, c'est une pure merveille. Un deuxième album qui me paraît totalement indispensable, je vous ai dit, le blues boom va permettre surtout des guitaristes d'émerger, et parmi ces guitaristes exceptionnels, et c'est le deuxième album des Blues Breakers, ce qui vous dit un petit peu le cocon,
le vivier, la nurserie que représentent les John Mayall Blues Breakers. Le deuxième, c'est Peter Green. Peter Green remplace Eric Clapton en 1967, toujours, hein, tout ça c'est... Alors j'ai un petit doute, hein, peut-être que celui avec Clapton c'est 66, mais celui-là c'est 67, c'est sûr, c'est Hard Road, avec Peter Green, toujours avec John McVie. Peter Green va jouer un long moment avec John Mayall. Il existe, indépendamment des disques que je vous montre, il existe de nombreux enregistrements, de nombreux albums de John Mayall. John Mayall a une discographie considérable, et dans le même temps, effectivement, dans les années 60, il va paraître plusieurs compilations, dont des compilations en concert, comme The Diary of a Band. Il y a 2 volumes qui sont absolument indispensables. Il y a Through the Years qui paraît en 1971. Bref, ça vous permet de retrouver des titres composés par Peter Green. Donc c'est une pure merveille. Les titres de Peter Green composent des morceaux sur cet album qui sont, qui sont uniques. On sent la patte quoi, de Peter Green. Alors, 3e album qui voit l'arrivée d'un jeune guitariste brillant, studieux, qui convient parfaitement à John Mayall. Ce guitariste brillant et studieux, c'est Mick Taylor, qui remplace Peter Green, parti fonder Fleetwood Mac. Ce jeune guitariste, il est là tout petit en photo, c'est Mick Taylor, je viens de le dire. Cet album absolument monumental, c'est Crusade, qui paraît aussi en 1967. Vous vous rendez compte qu'en fait John Mayall va sortir plusieurs albums comme ça tous les ans. Voilà. Bon, Pretty Woman, il faudrait que je pourrais vous les citer tous. Mais il y a cette guitare précise, inspirée de Mick Taylor. Il est très très jeune, il a 17 ans quand il entre dans les Blues Breakers. Mais il est studieux, il travaille dur, et il est parfait en fait pour John Mayall. C'est un des guitaristes qui restera solo, hein, lead guitariste, qui restera le plus longtemps avec John Mayall. 67, Crusade. Sublime. Sublime album, sublime pochette. Je vous ai dit, je dégaine mes disques préférés de John Mayall qui illustrent le blues, le British Blues Boom. Bare Wires, c'est un album absolument monumental. Donc il y a, vous avez remarqué, je dis plus extraordinaire, je dis monumental. Je me corrige. Il ne faut pas que je dise monumental trop souvent. Alors, bien sûr il y a Mick Taylor, mais il y a aussi un saxophoniste, parce que dans le British Blues Boom, j'y reviendrai, il y a ceux qui adopteront la position côté guitare, et puis ceux qui adopteront guitare et cuivre. Là, John Mayall, c'est guitare et cuivre sur cet album, Bare Wires, qui est absolument formidable. La pochette est magnifique. Chez Decca Records, j'y reviendrai, il y a des labels qui sont British Blues Boom, Decca, Deram, Blue Horizon, je vais y venir. Super pochette, super belle, 1968. Le dernier de la série des John Mayall dans le cadre du British Blues Boom, cette fois-ci il est parti un petit peu aux États-Unis, toujours avec Mick Taylor. Ils ne sont plus que 4. Colin Allen à la batterie, et puis un jeune bassiste aussi qui est Stephen Thompson. C'est le Blues from Laurel Canyon, bien sûr. C'est la pochette un petit peu dans le style. Hein, Donc il parle de son expérience, de sa visite aux États-Unis, en Californie en particulier, de sa rencontre avec Candide. Bon, écoutez, si vous ne le connaissez pas, c'est grandiose, et je pense que ça termine un petit peu la carrière dans le sens British Blues Boom de John Mayall. Il va tourner la page et il va sortir un album qui s'appelle The Turning Point, qui va le lancer sur autre chose, mais s'il restera toujours bien sûr fidèle au blues. Alors, je repars dans la généalogie. Je vous montre, voilà la généalogie, vous la voyez. Bien, je vais vous parler bien sûr des Cream. Alors, il faut savoir que Alexis Corner a vu passer 2 musiciens très très jeunes que sont Jack Bruce et Ginger Baker.
lesquels vont eh bien, rejoindre Eric Clapton, qui lui vient du John Mayall Blues Breakers, pour former les Cream. Le premier album des Cream, c'est un album qui est, au moins pour la deuxième phase, totalement dédié au blues. Cet album, c'est Fresh Cream, qui sort en 1967, qui est absolument formidable. Donc, des reprises de Muddy Waters, de Skip James. Ils reprendront, souvenez-vous, Spoonful dans leur live, Wheels of Fire, le morceau de Willie Dixon. Bref, l'influence du blues est omniprésente. C'est un album qui fait, pour moi, partie du British Blues Boom. Premier album des Cream, Fresh. Bien sûr, celui-ci est indissociable du British Blues Boom. Je vous remonte la généalogie, attention, je vais vous paraître un peu scolaire, mais c'est vraiment pour montrer le foisonnement. Il faut imaginer quand même cette scène musicale en Angleterre à la fin des années 60, c'est absolument incroyable. Donc, Peter Green, John McVie, Mick Fleetwood, qui faisaient partie du John Mayall Blues Breakers, fondent le Fleetwood Mac. Bien sûr, tout le monde connaît le Fleetwood Mac, avec sa carrière, surtout à partir du milieu des années 70, international, interplanétaire, interunivers, galactique, enfin tout ce que vous voulez. Bon, ils ont commencé modeste. En particulier grâce à un producteur qui travaille chez Decca en parallèle, c'est Mike Vernon, qui est un défricheur, qui est un des propulseurs du British Blues Boom sans aucun doute, et qui va fonder un label qui s'appelle le label Blue Horizon, qui va fonctionner à peu près de 1966 jusqu'à 1971-72. Bref, une existence très très courte, mais il va permettre à tout un tas de groupes et de musiciens noirs aussi d'enregistrer sur ce label qui est une sous-marque de CBS Records. Premier album de Fleetwood Mac, 1967. Alors là, on est vraiment dans le... Les musiciens sont très humbles dans cet album, c'est-à-dire qu'ils vont jouer le blues, pas en pure imitation, mais en tout cas avec respect vis-à-vis de ceux qui les ont tant inspirés, qui les ont tant écoutés. Alors, il y a un autre musicien, indépendamment de ceux que je vous ai cités, il y a Jeremy Spencer, guitariste, qui est plutôt spécialiste du bottleneck, de la slide guitar, et qui va effectivement donner cette sonorité très particulière au premier album de Fleetwood Mac, sur Blue Horizon. Super. Comme le deuxième album. Le deuxième album, c'est peut-être mon préféré de Fleetwood Mac. Il y en a des kilos des albums de Fleetwood Mac, et même blues. Ok, moi je vous montre ceux que je préfère, les trois. En fait, ce sont les trois premiers. Le deuxième. 1968, c'est Mr. Wonderful, avec le batteur Mick Fleetwood sur la pochette. La pochette est assez chouette. D'accord, je vous la montre. Toujours le même combo. Super. Donc, sur le label Blue Horizon, superbe album. Encore une fois, Jeremy Spencer est très influencé par Elmore James. En particulier, ça s'entend sur les deux premiers albums, c'est certain. Parallèlement, Peter Green, donc, qui reste très respectueux vis-à-vis effectivement du blues, des musiciens de ses aînés, musiciens noirs, il enregistre des morceaux. Alors là, on est en 1968, si je ne dis pas de bêtises. Il va très vite enregistrer un titre emblématique, Black Magic Woman, Man of the World, etc. Enfin bref, des morceaux très particuliers qui sont la patte de Peter Green. Mr. Wonderful, 1968, sur le label Blue Horizon. Et enfin, le troisième album, il me semble que là, il change de label. Je ne vais pas dire de bêtises, mais ça, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est le troisième album du Fleetwood Mac. Ici, c'est l'édition française. Les deux premiers, l'édition anglaise. Le deuxième, c'est sûr. Then Play On. Là, il y a
troisième guitariste qui rejoint le groupe, c'est Dalik Kirwan. Superbe guitariste, très fluide, très doux. Le problème, c'est qu'à 3 guitaristes, il va commencer à se poser des petits soucis. Évidemment, celui-ci sort en 1969, c'est absolument superbe. Hein. Les albums suivants, Future Blues et Kiln, c'est Kiln House, je crois, pas dans cet ordre-là. Ils sont très très bien aussi, mais voilà, moi ce sont les trois préférés. Je reste sur le label Blue Horizon. J'avais besoin, hein, je vous ai expliqué, j'ai besoin de m'orienter parce qu'effectivement, c'est un univers foisonnant. Donc j'emprunte cette généalogie et en même temps, j'emprunte aussi les voies un petit peu qui sont tracées. Le label Blue Horizon, c'est une bonne façon d'emprunter cette voie-là. Je vous présente ici il n'a fait qu'un seul album. Le disque n'est pas facile, il n'a pas été tiré à énormément d'exemplaires. Sur le label Blue Horizon, toujours, c'est Gordon Smith. C'est un guitariste. C'est un guitariste qui pratique le bottleneck et la slide guitar. Ici, l'album est de 1968. Il y aurait eu du matériel pour enregistrer un deuxième album, mais son deuxième disque studio ne paraîtra que en 1979 sur un label qui est Apollo Star, label plutôt de blues. C'est magnifique. Long Overdue. Un autre musicien du label Blue Horizon qui enregistre son premier album en 1968 également. En fait, lui, il a été découvert, c'est un homme orchestre. Ce que les anglo-saxons appellent un one-man band. Lui, c'est un one bluesman band. C'est Dexter Bennett. Son premier album, donc, Smiling Like I'm Happy, 1968, pareil sur le label Blue Horizon, c'est un harmoniciste. Mais, encore une fois, c'est un homme orchestre. Il joue de l'harmonica, de la guitare, des percussions en même temps, donc la plupart des titres, il est tout seul, à l'exception de quelques titres où il est accompagné par Peter Green, Mick Fleetwood et John McVie, excusez du peu, plus sa petite amie, qui s'appelle Stella Sutton. Il y a un titre qui est formidable, qui est très étrange, c'est Times Like These, qu'il chante avec sa compagne de l'époque. Il enregistrera plusieurs disques sur le label Blue Horizon, contrairement à Gordon Smith, et malheureusement il mourra dans un accident de voiture. Voilà, dans les années 70, super. Blue Horizon. Notre groupe emblématique du label Blue Horizon, avec à sa tête un certain Stan Webb, guitariste. Encore une fois, hein, je vous ai dit, beaucoup de guitaristes vont émerger de cet univers du British Blues Boom. Stan Webb, c'est un guitariste. C'est le Chicken Shack. Vous n'allez peut-être pas être d'accord avec ma sélection. De la première période, c'est-à-dire très très blues, très très fidèle. Encore une fois, je préfère cet album-là, qui est 40 Blue Fingers, Freshly Packed and Ready to Serve. Donc, sur le label Blue Horizon, ici c'est une réédition. Donc, au sein du groupe, il y a bien entendu Stan Webb, mais il y a une certaine Christine Perfects, qui deviendra Christine McVie au sein du Fleetwood Mac, puisqu'elle épousera John McVie. Avec donc Dave Bidwell à la batterie et Andy Sylvester à la basse, qui resteront pratiquement jusqu'au bout de l'histoire du Chicken Shack, en tout cas jusqu'en 1970. Bah justement, j'ai choisi parmi les albums que j'ai du Chicken Shack, j'ai choisi, plutôt que de vous parler d'Ok Ken, par exemple, qui suit celui-ci, le 40 Blue Fingers, j'ai parlé du dernier album sur Blue Horizon de Chicken Shack, et Accept, où ils empruntent effectivement, les sonorités sont nouvelles, elles ne sont plus tout à fait dans le respect absolu du blues noir. Non, Stan Webb donne une orientation différente, un petit peu plus pop-rock, parfois un petit peu psyché. Bon. En tout cas, ça ne va pas plaire aux autres musiciens qui vont quitter le groupe, et donc il va repartir tout seul en s'entourant de nouveaux musiciens à partir de 1971. Il change de label, il passe au label Deram. Voilà, ce n'est pas fini. Je repars sur ma petite généalogie, si vous voulez bien, je vous l'affiche. Vous la voyez, nous allons partir d'un musicien qui a joué au sein des
John Mayall Blues Breakers, c'est le batteur Ainsley Dunbar. Ainsley Dunbar, il quitte les Blues Breakers et il va intégrer un temps le Jeff Beck Group. Jeff Beck qui vient des Yardbirds, qui fonde le Jeff Beck Group avec Rod Stewart. Premier album, en 1968, c'est une merveille. J'aurais pu le placer, cet album, sans aucun doute, étant donné la première face dans le rock psyché british, dans le British Psych Sound, sans aucun doute. Ces sonorités de guitare sont incroyablement psychédéliques. Bref, trouve superbe album avec Ainsley Dunbar à la batterie. Bien sûr, il y aura un deuxième album du Jeff Beck Group, un troisième album du Jeff Beck Group, le deuxième Hola, magnifique en 1969, celui-ci 1968, c'est l'édition originale anglaise. C'est une merveille. Jeff Beck, bien sûr, aura une carrière très très longue. Vous l'avez aperçu un petit peu sur la généalogie. Il va intégrer, il va former bien sûr le Beck, Bogart and Appice, et puis il aura une carrière solo considérable. C'est un des grands guitaristes de l'histoire du rock. Alors, continuons la généalogie de monsieur Ainsley Dunbar. Après avoir quitté le Jeff Beck Group, il va fonder l'Ainsley Dunbar Retaliation avec cet album, premier album, superbe pochette d'Hypnosis, 1968. C'est un album sublime, j'ai pas dit extraordinaire, sublime. Avec une grosse basse, surtout sur la deuxième face, avec des titres incroyables. Le seul petit bémol que j'ai apporté à cet album, Ainsley Dunbar, c'est un batteur, et bien sûr, il peut pas, voilà, c'est pas possible qu'il y ait un immense solo de guitare sur le dernier morceau de la deuxième face, surtout solo de batterie sur le dernier morceau de la deuxième face, mais sinon, pour le coup, c'est un groupe qui, en son sein, a un chanteur qui, lui, sonne blues états-unien profond, rural, genre Mississippi Blues. C'est Victor Brox, qui aura une longue carrière, effectivement, qui accompagnera énormément de musiciens divers et variés. Lui, il a la voix. Il a la voix, contrairement à beaucoup dans les groupes dont j'ai parlé et dont je parlerai dans la prochaine vidéo. Lui, il a la voix. C'est un très très grand album sur Big Records. Là, étant donné les petites bandes en relief sur le disque, je pense que c'est l'édition française. Voilà, super. Ainsley Dunbar, lui ensuite intégrera les Mothers de Frank Zappa pendant un certain temps. Il y a d'autres étapes avant les Mothers. Bon, super. Voilà, première vidéo consacrée au British Blues Boom. N'hésitez pas à commenter toutes mes bêtises. Allez, Vince, it's me.